Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo éducative. Récemment je suis tombé sur des vidéos intéressantes. J'avais signalé dans mes dernières vidéos comment YouTube passe son temps à proposer du contenu de droite. Parfois j'en regarde certaines quand je me dis que voir la façon qu'ils ont de traiter certains sujets peut être instructive. Bon, j'avoue, j'ai quelques valeurs de droite aussi, mais pas que. En réalité, je regarde du contenu de gauche et de droite parce que c'est pas bon de rester cantonné dans des idées fixes et qu'il faut connaître un peu l'opinion des deux parties pour se faire une idée plus complète d'un sujet. Et aujourd'hui, on va voir ce que pensent les gens de droite de la transidentité. Étant trans moi-même et le sujet ayant fait du bruit depuis quelques années, il serait intéressant de savoir est-ce que les droitards ont appris quelque chose sur les LGBT ces dernières années ou bien sont-ils toujours cantonnés dans leur délire homophobe ? Je sais que certaines personnes de droite suivent ma chaîne et donc je précise qu'il est important de différencier les personnes ayant des opinions politiques convenables et des personnes étant politisées à outrance et n'ayant plus de discernement. Alors je sais là le sujet est un peu dense donc forcément je me suis écrit un texte parce que sinon je sais que ça va être compliqué de tout mettre comme il faut. Bref, comme beaucoup de choses dans la vie, c'est la dose qui fait le poison. Si vous n'êtes pas assez politisé, vous risquez de ne rien comprendre au monde qui vous entoure, trop politisé, et vous risquez de vous radicaliser et de ne plus savoir faire la part des choses. C'est pour ça que politiquement, je me sens ni de gauche ni de droite. Se limiter au clivage gauche-droite limite votre jugement et votre compréhension, d'autant que les valeurs de la gauche et de la droite peuvent changer avec le temps, ce qui s'est déjà vu à plusieurs reprises. Et je préfère faire cette vidéo face caméra parce que j'assume mes arguments et que certains vidéastes que je vais analyser dans cette vidéo sont à visage découvert, et je vais donc pas me cacher derrière mon avatar pour cette fois. D'autant que mon avatar a des cheveux bleus et que du coup je vois gros comme une maison qu'on me sortira l'éternelle rengaine des woke à cheveux bleus, alors que techniquement les woke à cheveux bleus il y en a très peu, ils ont tout un tas de couleurs et le bleu est loin d'être la plus courante, et que mon avatar a les cheveux bleus depuis 2004, donc bien avant que la vague de wokisme contemporaine n'apparaisse. Le bleu c'est juste une jolie couleur qui est utilisée dans plein de contextes super classe et je trouvais qu'avoir un avatar avec des cheveux bleus à l'époque, c'était super joli, et du coup je l'ai gardé. Mais avant de commencer, j'aimerais aussi vous apprendre un petit truc. Un truc que visiblement pas grand monde ne sait, mais qui peut être utile. YouTube peut shadowban les commentaires. Donc parfois vous laissez un commentaire en vidéo, mais celui-ci ne suscite aucune réaction malgré que vous avez posté un message plutôt valable. Et quand vous le cherchez, il n'apparaît plus dans la section commentaires. Eh bien c'est très simple à corriger. Passez juste le mode de tri de commentaires de les plus populaires à les plus récents et magie, il apparaît. L'info étant passée, on va pouvoir attaquer. Tout d'abord, j'avais commencé à regarder une vidéo de Modin Malin, chaîne revendiquée bien de droite, son point de vue sur certains sujets parfois intéressants. J'ai été tombé sur sa chaîne à ses débuts, à l'époque où il faisait juste des comptes rendus de livres. Je n'ai rien contre la droite patriote, je me revendique très patriote moi-même, et je ne supporte pas de voir mon pays couler. Mais pour moi, il y a un tout petit détail qui bloque avec la droite, et c'est la transphobie. L'homophobie en général, mais la transphobie est plus évidente. À droite, la transidentité est toujours montrée soit comme une maladie mentale, soit comme un choix complètement débile influencé par la propagande woke. Vous vous rendez compte que si c'est une maladie mentale, c'est pas un choix en fait. Commencez par être cohérent dans vos arguments. Et à droite, la plupart des influenceurs ont des avis complètement obsolètes sur le sujet, parce que visiblement, ils y comprennent rien. Et en même temps, ils cherchent pas à comprendre. J'ai littéralement lu des commentaires sous des vidéos de Psyodélique qui critiquaient la transidentité, parce que ouais, t'inquiète, Psyo il est apolitique, et qui me disait on ne veut pas les comprendre, on n'a pas besoin de comprendre des malades mentaux. Bah non, sinon comment ils vont galvaniser leur public contre le méchant lobby trans qui veut transformer tous vos enfants en malades mentaux. Et quand tu leur demandes pourquoi ils font pas de recherche sur le sujet au lieu de cracher sur les personnes trans, ils te répondent juste que le sujet ne les intéresse pas. Alors ça les intéresse pas, mais quand c'est pour nous cracher dessus au moindre fait divers, là d'un seul coup ça les intéresse. Mais pas assez pour comprendre le fond du problème, toujours. Ils vont juste prendre quelques infos sur le sujet et les réinterpréter de façon complètement à côté de la plaque pour justifier qu'ils ont raison de détester ces espèces de dégénérés. C'est tellement facile de criminaliser 0,1% de la population pour tous les problèmes des autres. Vous comprenez que quand vous focalisez sur le problème trans, eh bien c'est du temps que vous n'investissez pas à parler de sujets plus graves. Je sais pas, la corruption politique, les dénis de démocratie, la destruction du patrimoine industriel et artisanal français, les détournements de fonds publics au profit des grosses multinationales, la perte de souveraineté de la France à cause des choix des dirigeants, l'intention grandissante de Macron de sacrifier le peuple français sur les champs de bataille en Ukraine. Je parlerais bien de l'islamisation de la France, mais là on va me traiter de facho. Mais non, le vrai problème aujourd'hui, c'est des gens malheureux qui demandent juste à être un peu moins malheureux. Oui, mais regarde, il y a des spectacles de drag queen pour les enfants, c'est scandaleux. Alors, oui, ça sert absolument à rien, visiblement.
à part à faire criser les droitards apparemment, parce que effectivement, des enfants n'ont pas le recul, que ce soit culturel ou d'analyse nécessaire pour comprendre un spectacle de drag queen, c'est pas fait pour des enfants de base. Donc ouais, ça sert à rien, on va pas se mentir. Mais il faut savoir que les drag queens, c'est pas à proprement parler de la transidentité. C'est avant tout du théâtre. Donc oui, il y a des personnes trans qui sont drag queen aussi, mais ça reste avant tout théâtral, tout est très caricatural, c'est fait exprès. C'est pour ça qu'une drag queen ressemble à ça, et qu'une personne trans ressemble plutôt à ça. Oui bon ok je sais, je suis pas forcément la plus jolie, et oh, on n'attaque pas sur le physique, hein. J'ai vachement digressé là, non? Donc, Modin avait réagi à une vidéo d'une personne trans, d'extrême gauche visiblement, qui réacte à une de ses vidéos. Définitivement, les vidéos react, c'est vraiment le niveau 0 de la créativité. À part What the Cut et SLG, mais ça c'était une autre génération. Je suis en train de react à une vidéo react. En gros, Modin nous dit que dans l'idéologie trans, parce que apparemment on a une bible de la transidentité, est-ce qu'on peut se trouver ce bouquin? Je suis une mauvaise trans, en fait j'ai jamais lu ce truc. On aurait tendance à dire que le genre est une construction sociale. Mais là, c'est un homme de paille, mon ref. Personne dans le militantisme LGBT ou même juste féministe ne dit qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Mais se parler racaille là, mon ref, c'est vraiment la sociologie typique de l'extrême gauche actuelle façon Dany Raz, qui fait toujours très bourgeois qui s'encanaille. Ouais non, j'avoue, les gens qui parlent comme ça, c'est juste insupportable en fait. Alors déjà, si, évidemment que si, il existe des militants LGBT qui nient les différences entre garçons et filles. Des théories comme quoi les enfants seraient des pages blanches et qui considèrent que les différences entre garçons et filles ne sont que des constructions sociales. Et ça, c'est un discours qui a tendance à nier la biologie, donc les différences naturelles entre garçons et filles. Alors en fait, je vais expliquer un truc tout simple. C'est que, à peu près quel que soit le bord politique ou l'idéologie, il y aura toujours des militants, ce sera des abrutis. Et il faut pas se fier à leur discours à eux, parce qu'ils font plus de mal que de bien à la cause qu'ils défendent à chaque fois. Parce qu'il faut vraiment comprendre que dire « il » pour un trans, c'est une insulte. Non, dire « il » pour une trans, c'est une insulte. Et des fois, j'ai envie de mettre au défi les gens d'aller mégenrer des personnes aléatoirement dans la rue pour voir combien on le prenne bien, en fait. Et s'il y a vraiment que les personnes trans qui font du caprice à cause de ça. Aussi, je pense qu'on sait faire la différence si le mégenrage est intentionnel ou si il est au contraire accidentel. Dans quel cas, c'est pas du tout la même chose. Parce que si c'est accidentel, on va juste se dire que c'est parce que notre passing n'est pas assez bon et du coup, on va se remettre en question. Alors que si c'est clairement intentionnel, on peut juste se dire que la personne en face est juste transphobe et le fait exprès pour nous embêter. Parce que voilà, les LGBT, queer, trans, machin, etc., ça avait quand même vachement plus de gueule quand c'était underground. Ah oui, c'est vrai, ça avait vachement plus de gueule à l'époque, on n'avait pas droit de vivre notre vie en public. Donc, pour revenir au sujet que je traitais, ce qui est dit surtout, c'est que les rôles de genre sont des constructions sociales. En gros, le fait que la place de la femme, c'est à la cuisine, et que les hommes vont à l'usine pour apporter de l'argent, ça reste une construction sociale. Il y a des hommes qui savent cuisiner, des femmes qui bossent à l'usine, c'est pas génétiquement défini. D'ailleurs, c'est marrant de constater que quand c'est professionnel, faire la cuisine n'est plus du tout dégradant. Alors que si le genre, par définition, était une construction sociale, on n'aurait pas besoin de transitionner en fait. On pourrait juste reconstruire socialement son genre. Le but de dire que les rôles sont une construction sociale, c'est juste de rappeler que dans notre société actuelle, chacun devrait pouvoir faire à peu près ce qui lui plaît. Tu veux être un homme au foyer, t'occuper des enfants à la maison? Bah c'est ton droit. Tu veux être une femme chef d'entreprise? Bah c'est ton droit. Tu veux être une femme au foyer, ne pas avoir à subir le stress du monde du travail? Bah c'est aussi ton droit. Tu veux être chauffeur routier parce que tu aimes les gros camions? C'est toujours ton droit. Le genre d'une personne en tant que telle n'est pas modifiable, c'est une partie de notre personnalité. C'est pour ça qu'une personne transgenre ne change pas de genre ressenti, mais de genre officiel, et qu'il est plus facile de faire de la chirurgie pour modifier le corps que le cerveau. Preuve en est d'une expérience faite dans les années 60-70, où un petit garçon, Bruce Reimer, à cause d'une maladresse médicale, a fini sans pénis à un très jeune âge, quand il était encore nourrisson. Un psychologue, John Money, qui lui croyait vraiment que le genre était une construction sociale pour le coup, avait alors proposé de faire une expérience. Faire croire à ce petit garçon qu'il était en fait une petite fille. Et donc ses parents avaient joué le jeu et avaient élevé leur fils comme s'il s'agissait d'une fille, le renommant Brenda et le mettant sous traitement hormonal. Eh bien, spoiler, après plusieurs années à essayer d'inculquer à un garçon qu'il est en fait une fille, eh ben ça marche pas.
L'enfant ne s'identifiait pas du tout comme une fille et ne se comportait pas du tout comme une fille. Et quand il est devenu adolescent, ses parents avaient bien dû finir par lui avouer la dure vérité. Il suivra donc un processus médical pour redevenir un homme et se fera appeler David, mais finira par se suicider en 2004. Malheureusement, encore aujourd'hui, des médias de droite reprennent cette affaire pour essayer de prouver que la transidentité n'existe pas. Et que c'est juste un délire woke. Et alors, toutes les personnes trans qui se suicident pas, elles sortent d'où? Parce qu'à côté, vous passez votre temps à dire que les trans, il y en a trop et que c'est un problème pour la société. Je sais pas, faudrait peut-être voir à être cohérent un petit peu. Ça montre bien qu'il y a quand même des gens à droite qui déforment la réalité pour défendre leurs opinions. De quoi? Comme les gens de gauche? Ah bah zut alors, j'aurais pas cru. Cette expérience montrait bien qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à changer de genre. Soit ça vient de la personne, soit ça ne vient pas. Alors oui, il y a des détransitionneurs, mais apparemment ça ne représenterait que moins de 1% moins de 0,1% des personnes trans. Autrement dit, c'est statistiquement très faible. Mais il est quand même bon et important de rappeler que les détransitionneurs existent. Parce qu'il faut bien que les gens comprennent qu'une transition de genre, ce n'est pas un jeu. C'est des années de suivi psychologique, de traitement hormonal, d'opérations lourdes. Dites-vous bien que si on s'embête à subir tout ça, il y a une raison, c'est pas juste une mode, une phase, un fétiche ou je ne sais quoi. C'est un mal-être tellement profond qu'on préfère littéralement sacrifier des années de nos vies dans ce genre de parcours que de rester dans nos genres d'origine. Alors ouais, vous pouvez dire que c'est une maladie mentale, quelque part je m'en fous, au moins si ça permet de comprendre que c'est pas un choix et que juste on nous laisse vivre quand même. Son important c'est pas tellement de dire est-ce que c'est une maladie, est-ce que c'est une variante, est-ce que c'est une déviance, est-ce que c'est une exception. Pour moi l'important c'est juste de dire que on peut considérer que malgré ça, on peut quand même être des membres fonctionnels de la société, pouvoir avoir une vie à peu près normale. Parce que du coup, moi, ma question que je me pose, c'est si c'est une maladie mentale, est-ce que ça vous amuse tant que ça de vous en prendre à des gens qui sont malades en fait? Non, parce que là, je veux dire, niveau valeur, ça monte quand même pas très haut. D'ailleurs, vu qu'on parlait des détransitionneurs, je vais faire une petite parenthèse aussi. Les détransitionneurs qui prétendent avoir été influencés par les lobbies LGBT et qui ont réussi à avoir leur traitement, les suivis psy, les rendez-vous chez le chirurgien, tout ça, en moins de 6 mois. Il n'y a pas eu de place au doute. À partir du moment où, avec ses camarades militants, il avait émis cette potentialité-là de transitionner, il a été poussé. On lui a proposé un psychologue LGBT-friendly, puis un endocrinologue trans-friendly, et il a eu ses cachets en quelques minutes. Vous seriez pas un peu d'énormes mythos en fait? Vous cherchez pas juste à vous déresponsabiliser en faisant porter le chapeau à des personnes LGBT qui ont juste pensé bon de vous aider? Non mais moi je pose la question parce que moi déjà j'ai eu 2 ans de suivi psychologique, déjà pour avoir droit au traitement hormonal. Ensuite il a fallu attendre au moins 1 an de traitement hormonal pour pouvoir prendre des rendez-vous avec le chirurgien. Après le chirurgien c'était encore 1 an d'attente. Et après les premiers rendez-vous avec le chirurgien c'était encore 5 ans d'attente pour pouvoir planifier l'opération. Opération que je n'ai toujours pas eue, mais apparemment c'est pour bientôt cette fois, donc on croise les doigts. Donc soit vous vivez dans un endroit qui est bizarrement hyperactif pour soigner la transidentité, soit vous mentez. Parce que si j'avais voulu détransitionner moi-même, je veux dire, du coup, si on cumule le tout, ça m'a fait plus de 7 ans pour réaliser. Et donc, en 7 ans, j'avais largement le temps d'y réfléchir. Ouais, 7 ans. Tu crois que je préférais pas être une personne cis ? Ne pas avoir à subir tout ça pour pouvoir vivre normalement, être en phase avec moi-même? Savoir que je vais devoir subir une opération qui va me retirer définitivement la capacité à avoir des enfants, alors que moi, à la base, j'en aurais voulu, que je vais devoir porter des couches pendant plusieurs semaines, le temps que ça cicatrise. Tu crois que ça m'amuse de subir tout ça? Tu crois que c'est pour une trend TikTok que je subis tout ça? Tu crois que c'est pour épier les femmes cis dans les toilettes que je subis tout ça? Comme ceux qui balancent que les femmes trans lesbiennes sont juste des hommes hétéros avec des étapes en plus. Mais du coup, si je me retrouve en couple avec une autre femme trans, du coup, je suis un mec homo? Parce que si je peux me mettre en couple avec une femme trans alors que je suis pas de base attiré par les hommes, comment ça marche? En fait, d'après vous, il paraît que les femmes trans changent de sexe pour pouvoir abuser des femmes cis lesbiennes. Mais une grande partie des femmes trans se retrouvent en couple entre elles, en fait. Du coup, on change de sexe pour abuser sexuellement des autres femmes trans, qui, d'après vous, ne sont pas des femmes de toute façon.
Moi, il y a un truc que je trouve génial avec la transidentité, c'est que ça permet de faire des couples de Schrödinger. En gros, en fonction de l'avis de chacun, tu sais jamais si c'est un couple homo ou un couple hétéro. Aussi, pour ceux qui ont l'air de croire que la transidentité c'est un truc qui a pop comme ça dans les années 2010 avec le wokisme et tout ça, la première opération réussie et fortement médiatisée dans le cadre d'un changement de sexe date du début des années 50. Les premières tentatives d'opération de rassignement sexuel datent des années 1920 en Allemagne. Au début du XXe siècle, un médecin allemand s'était penché sur la question des acteurs de théâtre travestis. C'était courant dans le théâtre d'avoir des hommes qui jouent des rôles de femmes et inversement. Et là, le médecin réalise qu'à peu près la moitié des acteurs travestis interrogés gardent en fait leur comportement et leurs accoutrements en dehors de leur activité professionnelle. Le docteur Hirschfeld, un médecin juif allemand, parce que la vie c'est jamais trop cliché, créera donc un établissement pour étudier les troubles de genre. Et c'est comme ça que naîtront l'endocrinologie, c'est-à-dire la médecine des hormones, et les recherches sur les opérations de réassignation sexuelle afin de soigner l'homosexualité. Mais c'est en 1910 que naîtra le terme travesti pour parler de ces personnes. Les termes transgenres et transsexuels n'apparaîtront qu'à peu près autour des années 50. Le docteur Hirschfeld demandera à ce que le statut de travesti soit officialisé afin que les personnes concernées ne soient pas embêtées par la police pour atteinte aux bonnes mœurs, je suppose, et même à ce qu'elles puissent changer légalement de prénom. Du coup, ça me fait drôle de me dire que les LGBT gauchistes soutiennent la Palestine contre Israël quand on sait que le premier médecin à s'occuper de transidentité était juif, alors qu'en Palestine, il est très mal vu d'être LGBT, pour pas dire très probablement interdit. Mais en Allemagne, dans les années 30, il s'est passé un truc. Je sais pas trop comment expliquer, juste un petit truc de rien du tout là. Donc, quand le moustachu dont le nom commence par un H, non pas Hulk Hogan, calme-toi Oshida, a pris le pouvoir, l'établissement d'Hirschfeld avait été incendié et la liste des patients récupérés pour pouvoir les retrouver et les mettre en camp de vacances. Vous comprenez que quand je dis camp de vacances, ça veut pas vraiment dire camp de vacances. Et de ce fait, les recherches avaient été suspendues et reprises uniquement après la guerre, d'autant que Hirschfeld est mort en 1935. Mais là où il y a un truc qui me gêne parce que les gens prennent le problème à l'envers, d'après eux, il y a des chirurgiens qui s'ennuyaient et ils ont inventé un truc qui servait à rien, donc les opérations de réassignement sexuel, et que ensuite Big Pharma aurait fait de la propagande pour inciter les gens à changer de sexe pour se faire de l'argent avec ce procédé médical. Vous avez pas l'impression qu'en fait, il y avait des personnes trans avant et que c'est pour ça qu'on a créé ce genre d'opération ? Oui, mais là tu dis n'importe quoi, les trans ça n'existait pas avant, c'est un truc nouveau. Oh, vraiment ? La question, donc on va décortiquer la question de la dysphorie de genre, des diagnostics qui sont faits à des personnes qui en sont atteints. Alors tout d'abord, à quel moment on a découvert ce trouble de la dysphorie de genre ? C'était à peu près à quel moment, à quelle époque qu'on a commencé à parler de ça et qu'on a commencé à le diagnostiquer auprès des gens ? Alors ça a été diagnostiqué en tout cas au début du XXe siècle. On a commencé à vraiment en parler avec la naissance effectivement d'une science médicale. En réalité, c'est des cas que nous connaissions avant. Et quand on explore la littérature ou les textes de ceux qui pouvaient justement encadrer des personnes en souffrance, etc., des médecins, eh bien, on relate des faits de personnes qui effectivement disent ne pas appartenir au sexe, à leur sexe biologique. Et ça, c'est un fait assez répandu, enfin en tout cas qui n'est pas neuf, mais qui a toujours été considéré, du moins en Occident, comme quelque chose de très rare, et qui n'avait pas d'influence, en tout cas, sur la définition ensuite que chacun devait avoir de son propre sexe. C'était pensé sur le régime de l'exception. Je veux dire, à un moment, si même des médias comme VA+, invitent des intervenants qui peuvent dire qu'effectivement ça date d'il y a longtemps, c'est qu'à un moment, c'est validé, quoi. Bon, sinon, j'ai pas grand chose de plus à dire sur la vidéo de Modin. Je trouve que, mis à part quelques trucs qui me déplaisent globalement, je suis assez d'accord avec lui sur pas mal de points. Mais il y a un dernier truc quand même qui me gêne beaucoup dans ce qu'il dit, et ça, on va y revenir. Mais d'ailleurs, avant même de continuer, j'aimerais attirer votre attention sur un truc qui est que à la base, LGB, c'est lesbienne, gay, bi. Et ces termes-là, qu'est-ce qu'ils désignaient ? Ils désignaient des orientations sexuelles. En fait, le truc a commencé à partir totalement en vrille à partir du moment où ils ont ajouté le T. Parce que trans, ce n'est pas une orientation sexuelle. C'est une identité de genre. Donc ça n'a rien à voir. Et à partir de ça, ça a vraiment commencé à être n'importe quoi. Alors oui, c'est vrai, trans, ce n'est pas une orientation sexuelle, c'est une identité de genre.
Mais il faut savoir que pendant longtemps, les deux étaient amalgamés. Pendant longtemps, les personnes trans étaient considérées uniquement comme des homosexuels. Et c'est pour ça qu'elles se sont retrouvées dans ce spectre-là. Et ensuite, le mouvement LGBT a toujours été le mouvement LGBT en fait. Quand il a été créé dans les années 70, il y avait des personnes trans qui avaient contribué à fonder le mouvement. Donc les trans ne se sont pas greffés au mouvement après pour faire du désordre, mais ils ont contribué à fonder le mouvement déjà dès le début. Là où ça a commencé à partir en sucette, c'est justement dans les années 2010, avec toutes les histoires justement, comme là on dit, de wokisme, etc., où le mouvement LGBT est devenu LGBTQIA+, tous les trucs qui sont rajoutés par-dessus, notamment la convergence des luttes, et je ne crois même pas que ce soit vraiment un problème d'identité ou d'orientation sexuelle en plus qui se soit greffé au mouvement, je pense que c'est plutôt un problème générationnel, parce qu'on a eu des gens de plus en plus jeunes qui se sont greffés au mouvement, et qui étaient des gens qui étaient souvent plus radicalisés, qui traînaient plus sur les réseaux sociaux, et donc qui partageaient plus leurs idées autour du sujet. Mais il y a beaucoup de personnalités de droite qui essaient toujours de scinder le mouvement LGBT en séparant le T, parce que ça permet de créer de la tension et de diviser le tout. Ainsi, il est plus facile d'isoler les différentes branches du mouvement. Pas du tout de façon subtile de faire interdire les trucs un par un. Voilà, c'est pour ça qu'on dit que la droite est transphobe, parce qu'elle veut systématiquement séparer les personnes trans du reste de la communauté. Alors que, de toute façon, quand vous créez des mouvements de droite LGB, si des personnes trans venaient rejoindre le mouvement LGB de droite, de toute façon, ça serait des personnes trans de droite. Donc, où serait le problème d'avoir un mouvement LGBT? La transidentité, c'est pas une opinion politique. Justement, c'est une identité de genre. Ce n'est pas une opinion politique. Ça s'est politisé parce que la droite a toujours cherché à le faire interdire. Alors qu'à la base, si on avait vécu dans des sociétés ou des mondes où de toute façon on considérait que les personnes transgenres, bien qu'exceptionnelles, restaient quelque chose d'acceptable, eh bien on n'en serait pas là aujourd'hui. Il n'y aurait pas des conflits en permanence autour de ce sujet, parce que ça serait su, connu et accepté de tous depuis longtemps. Donc maintenant vous chougnez parce que ouin les méchants trans ils foutent la les militants trans ils nous embêtent tout le temps et machin et trucs. Si ça avait été accepté depuis le début, tout ça n'aurait pas lieu d'être en fait. C'est comme les gens qui se plaignent qu'il y a de la représentation dans les films, les séries, les jeux vidéo justement de personnes LGBT. Mais encore une fois, pendant très longtemps c'était même interdit. Tant que c'était interdit, personne disait rien. Maintenant que les gens ils ont un petit peu de représentation, que du coup ils peuvent un peu s'identifier à des trucs, d'un seul coup, ça vous fait péter un câble. Je rappelle qu'avant, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, être une personne LGBT, comme c'était interdit, ça voulait dire que c'était risquer une peine de prison, voire la peine capitale, et c'est toujours le cas dans plusieurs pays dans le monde. Et pour vous, votre plus gros problème, c'est il y a trop de personnes LGBT dans les œuvres fictives. On n'est vraiment pas sur la même échelle de problème, hein. D'autant que même en Occident, où les luttes pour les droits LGBT durent depuis des décennies, ces droits ne sont pas garantis, vu que de plus en plus de gouvernements, même dans les pays européens et américains, cherche de plus en plus à restreindre les droits. Ces droits ne sont pas acquis. On n'est pas en sécurité dans nos propres pays. Bon, on va revenir un petit peu au sujet principal parce que j'ai pas mal digressé là. Donc, on venait de voir que effectivement les personnes trans existent depuis longtemps. Alors effectivement, les procédés médicaux pour changer de sexe n'existaient pas. Mais un changement de genre en état civil ou social uniquement était tout à fait possible si on oublie la pression sociale et religieuse. Effectivement, c'était des cas assez rares vu que de base c'était interdit, mais ça veut pas dire que ça n'existait pas. Il y a toujours des exceptions à la règle. Comme par exemple, pendant longtemps, on disait que les femmes ne devaient pas aller à la guerre. Et pourtant, tout le monde connaît le cas de Jeanne d'Arc et je rappelle qu'elle est quand même une figure nationale. C'était une exception à la règle, mais elle a existé. Et bien là c'est pareil, les historiens mettent de plus en plus à jour les données sur le sujet et il s'avère qu'il y a eu pas mal de cas de transidentité à travers l'histoire. Oui, mais là tu dis n'importe quoi, si ça avait existé on l'aurait su avant, c'est juste le wokisme qui réécrit l'histoire. Alors l'histoire avec un grand H, non pas celui-là, c'est l'histoire de l'humanité dans son ensemble depuis les débuts de l'écriture et des civilisations. Ça représente des milliards de personnes dans des centaines de cultures différentes pendant des milliers d'années. Et toi, tu aurais l'audace de me faire croire que tu connais l'histoire de tout le monde, depuis plus de 10 000 ans. Ose me dire que tu sais tout. Pendant longtemps, les historiens se contentaient de relayer la vie des puissants et des personnes remarquables. Forcément, la vie du paysan moyen au fin fond de l'Ardèche, on se posait pas la question de savoir s'il était trans ou pas. Et c'est là que l'archéologie moderne rentre en jeu. Grâce à la science moderne, on est capable de dater précisément des artefacts ou de reconnaître le sexe d'un individu juste grâce à son squelette. Enfin, à peu près,
parce qu'il y a quand même une marge d'erreur d'environ 10% si mes souvenirs sont bons, parce que l'être humain n'est pas standardisé, que certains attributs peuvent être attribués au dimorphisme sexuel, alors qu'en fait non. Et il s'avère que les gens avec des codes de genre différents de leur squelette biologique, c'était pas si rare que ça apparemment. Des fouilles à Hasanlu, en Perse, montrent qu'environ une tombe sur 5 ne correspond pas au genre biologique de la personne enterrée. En 1322, Kalonymus écrit un poème qui demande à Dieu pourquoi il lui infligeait de devoir vivre en tant qu'homme alors qu'il aurait préféré être une femme. Dans la culture arabe, les moukanats étaient des hommes castrés qui avaient des rôles de femmes dans la société. Au Mexique, chez les Zapotèques, des personnes dont le genre est flou sont appelées les mux, ce qui est un genre à part. Ces personnes ont le droit de remplir un rôle de femme ou d'homme à leur convenance, de même que le droit d'épouser une personne du sexe de leur choix. En Inde, il existait les hijras, considérés ni hommes ni femmes, et qui avaient souvent un rôle religieux. Mais la colonisation par les Britanniques leur interdira ce rôle et ils devront survivre en se prostituant. Des tombes vikings dont les rôles de genre des défunts étaient inversés ont également été exhumés. En 1711, un missionnaire jésuite français, Joseph-François Lafitau, s'intègre dans une tribu d'Iroquois et y rencontre des femmes viriles comme des hommes et des hommes fragiles comme des femmes. On les appellera alors les Berdaches. Il y a bien évidemment les très célèbres Ladyboys thaïlandais, qui étaient de base appelés les Katoy, un genre à part mais reclassifié Ladyboy avec l'arrivée de l'affluence occidentale. Bon, malheureusement, on n'a pas trop de sources sur le sujet dans la culture celtique, vu que les Celtes se basaient sur la transmission orale et écrivaient surtout pour commercer avec les Romains. Après, certaines sources n'ont pas l'air très viables, ça peut venir de sites particuliers, c'est compliqué de trouver beaucoup de sources scientifiques historiques, donc je ne cite que les plus pertinentes. Mais sinon, il y en a plein. Ça veut pas dire que les autres exemples que j'avais pu trouver étaient faux, juste que je préfère pas les utiliser comme preuve, faute de sources viables. Mais oui, des exemples comme ça, visiblement, il y en a pas mal. J'évite aussi les sources qui parlent de choses que, personnellement, je ne vois pas comme de la transidentité à proprement parler, mais plus du conformisme de genre dû à des facteurs extérieurs. Sinon, on peut commencer à mettre tout et n'importe quoi dans la vidéo, et j'aimerais quand même que ça reste un minimum sérieux. Il faut aussi savoir que certaines personnes qui pouvaient potentiellement être trans à leur époque devaient très certainement préférer le cacher. Car comme les religions abrahamiques, le christianisme, le judaïsme et l'islam ne tolèrent que deux genres, hommes et femmes, parce qu'il y a certes deux sexes majeurs, mâle et femelle, mais il y a aussi des nuances, car les intersexes existent. Et comme le genre est un ressenti psychologique et non un attribut physique, il n'est pas étonnant qu'il en existe plus. Bon, même si au bout d'un moment, 65 genres, vous trollez là, j'espère. Je sais que les intersexes sont des exceptions, mais la transidentité en est une aussi, donc bref. Partout où ces religions ont été importées, les pressions religieuses ont fait que les personnes qui sortaient de ce paradigme étaient marginalisées, voire tuées. Comme certains autochtones des îles de Panama, qui auraient été exécutés par les colons espagnols en 1513, parce qu'ils s'identifiaient comme femmes alors qu'étant des hommes biologiques. D'ailleurs, nouvelle petite parenthèse, l'expression « s'identifier comme » est un abus de langage. Cette expression laisse sous-entendre que c'est quelque chose d'intentionnel, alors que non, c'est un ressenti, on n'y peut rien. Donc pendant longtemps en Occident, on n'en entendait plus trop parler, même si ça survivait en coulisses. On a quand même quelques anecdotes historiques. Donc même en admettant que certains cas soient extrapolés parce que wokisme ou je ne sais quoi, le fait qu'autant de choses de ce type se soient produites dans l'histoire ne peut pas tenir du simple hasard. Il y a quelque chose dans l'esprit de certains êtres humains qui les pousse à ressentir le besoin de changer de genre. Même si ça reste une minorité, ça commence à faire trop pour pouvoir juste tout mettre sous le tapis. Surtout à l'ère d'internet où tout le monde peut partager en quelques instants n'importe quelle information dans le monde entier. Donc oui, il y a des personnes à problème dans cette communauté, mais comme dans toutes les communautés en fait. Notre ami Pragma Actu, qui se fait un plaisir de railler la communauté trans, alors que de ses propres aveux, sa propre commune, les permaculteurs, est vérolée par des ordinateurs. Et oui, j'en arrive à Pragma Actu parce que c'est aussi à cause de lui, ou grâce à lui, que je fais cette vidéo maintenant. Elle était prévue, mais pour plus tard. J'étais tombé sur sa vidéo qui parle du drama de Leroy Merlin. En gros, Leroy Merlin sponsorisait un site de droite, et les gauchos se sont plaints pour que Leroy Merlin retire sa pub du site. Ce à quoi un droitard avait réagi en disant que « Vous avez déjà vu un mec de droite lancer un raid numérique pour empêcher la publicité sur des sites d'extrême gauche, ou pour des torchons d'extrême gauche comme l'Humanité, Blast ou autres ? Jamais, ça n'existe pas. Comme ils font pour les livres, les spectacles, les films qui leur déplaisent. Les mecs d'extrême gauche, eux, ils veulent anéantir et faire interdire et disparaître tout ce qui ne colle pas avec leur idéologie. Et ça, c'est clairement quelque chose qu'on a déjà vu dans l'histoire. Brûler des livres, brûler des œuvres, empêcher des personnes de faire commerce parce qu'ils ne partageaient pas l'idéologie d'un certain petit moustachu. Ça avait fait fureur. La gauche, vous êtes ce que vous dénoncez. Vous êtes les fachos de l'histoire.
Un mec de droite, quand il voit un journal ou un livre qui le déplaise, il les ignore et passe son chemin. J'en peux plus de ces fascistes. Et du coup, je m'étais permis de laisser un petit commentaire pour rappeler quelques fois où la droite avait effectivement cherché à censurer ou à interdire des trucs qui ne leur plaisent pas. Les gens de droite, quand ils aiment pas quelque chose, ils l'ignorent et passent leur chemin. Donc la droite n'a jamais fait de drama pour le mariage pour tous, les livres qui parlent de transidentité, les gay pride, les livres animaliers qui rapportent le fait que certains animaux peuvent naturellement changer de sexe ou avoir des comportements homosexuels, et sans doute pas mal d'autres trucs auxquels je ne pense pas actuellement. Jamais, ça n'existe pas. C'est con parce qu'il m'arrive de regarder des chaînes d'actu de droite et je confirme que si, ils font aussi du merdier pour gueuler contre ce qui leur plaît pas. C'est juste que quand c'est eux, visiblement c'est légitime. Une belle hypocrisie encore. C'est clairement quelque chose qu'on a déjà vu dans l'histoire. Brûler des livres, brûler des œuvres, empêcher des personnes de faire commerce. Empêcher des gens de vivre leur sexualité aussi, en passant. Et ça serait bien que tu précises quel type de livre ils brûlaient. Au bout d'un moment, le Reductum ad Hitlerum, ça commence à bien faire, parce que en fait, les deux camps le font, et toujours pour les trucs qui les arrangent. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vrai débat gauche-droite. Ce à quoi il a répondu par un commentaire me dénigrant personnellement, en me basant sur un seul point du commentaire, pour défendre l'argumentaire de droite, pourtant fallacieux, que j'avais dénoncé. Les animaux changent de sexe, c'est factuel. J'imagine donc que tu es une huître ou un poisson clown. Quel rapport ? Je rapporte juste que certaines personnalités de droite ont cherché à interdire ce genre d'ouvrage qui parlait de ça, parce que c'est du wokisme, alors que ça n'a rien à voir. Pour quelqu'un d'un partisan, tu as bien facilement défendu un camp en faveur d'un autre, malgré que mon commentaire était véridique. La droite cherche aussi à censurer des choses. C'est de la politique partisane. Tout le monde utilise les mêmes techniques dégueulasses et se plaint que le camp adverse les utilise aussi. Comme quand les droitards dénoncent le fait que les gauchistes se réjouissent de la mort de Charlie Kirk, alors qu'eux-mêmes souhaitent la mort des membres de la LFI. Et ben alors, je crois qu'il vous valait mieux que ça. La politique partisane, c'est de l'hypocrisie à l'état pur. Et malgré que tu te prétendes à partisan, tu as clairement pris parti sur ce coup-là. Tu aurais juste pu dire « Oui, bah c'est de la politique, personne n'est parfait, tout le monde cherche à redorer son image au détriment de l'autre. » Mais non, tu m'attaques sur un argument en particulier, l'histoire des livres animaliers censurés par les droitards parce que ça aborde la complexité du sexe et du genre dans le règne animal, tels que les hippocampes mâles qui portent les embryons pendant les gestations, ou certains poissons qui changent de sexe en fonction des besoins démographiques. Et au lieu de juste dire que c'est effectivement stupide de censurer ce genre de livre alors que ça parle de règne animal non humain, ce qui montre que la droite censure bien ce qui va pas dans leur sens, tu me réponds « Tu n'es pas une huître !» Et peut-être que je m'identifie comme une huître, hein, t'es qui pour me juger ? Et me redirige vers une vidéo où tu critiques un livre éco-transféministe. Je parlais même pas de ça, moi, à la base. Je savais même pas que ce livre existait. C'est juste un savoir de base dans les livres animaliers de base auxquels j'avais pu avoir accès quand j'étais enfant. Mais que certains veulent faire interdire parce que, visiblement, savoir que les poissons clowns changent de sexe, c'est de la propagande LGBT. Non mais on peut plus rien pour vous à ce stade. Le passage très drôle dans cette vidéo, parce que du coup je l'ai regardé, c'est qu'il ne traite pas du tout l'ouvrage avec un a priori à charge dès le départ. On est dans un délire, je vous raconte pas. Éco-transféminisme. On trouve de nombreux cas de transition de genre chez les animaux. Alors moi je veux savoir quels chirurgiens ils ont été consultés pour faire leur transition de genre. S'il vous plaît, on veut savoir. Tu te rends compte que le concept de transition, ça veut juste dire un changement d'état. Donc même si le changement de sexe est opéré naturellement, c'est une transition. Appelant à forger de nouvelles alliances entre les écologistes et les transféministes, Emma Biguet, agrégée et docteur de l'ENS-ULM, comme quoi hein, on peut être voilà, et diplômé, hein. Et Clovis Maillet, docteur de l'EHESS, consacre cet ouvrage aussi documenté que politique à un mouvement de pensée et de lutte encore émergent, les éco-transféminismes. Alors ok, j'avoue, le parti pris politique est un peu perché, mais hormis ça, ça veut pas dire que les informations données dans le livre sont forcément nulles. Ah bah, tu comprends, le livre il est étiqueté éco-transféminisme, donc c'est forcément de la merde. Certaines qualifient de post-transsexuel. Ouais, on voit bien où on en est actuellement. C'est tout l'enjeu de l'Empire contre-attaque. Hein ? Quoi ? C'est Star Wars ? Un manifeste post-transsexuel de 1987. Mais non ! Mais non, l'Empire contre-attaque, c'est les Jedi, qu'est-ce que tu racontes ? De l'universitaire états-unienne Sandy Stone.
Sauf qu'en fait, le livre L'Empire contre-attaque, un manifeste post-transsexuel, est un essai publié en réponse à un ouvrage TERF, L'Empire transsexuel, daté de 1979. L'autrice, Janice Raymond, prétend que le milieu médical démocratiserait la transidentité dans le but d'effacer les femmes cis de la société au profit des femmes trans, qui correspondraient plus aux stéréotypes de genre voulus par la société patriarcale. En gros, les femmes trans, c'est le patriarcat qui s'en sert pour effacer les femmes cis féministes de la société. Vraiment, on peut tout lui mettre sur le dos au patriarcat. Je rappelle que beaucoup de femmes transgenres sont féministes. Et d'après elle, s'approprier le corps des femmes de cette manière, c'est du viol. Ah ouais, t'inquiète, quand je vais me faire charcuter sur le billard, je serai tellement dans ma tête en train de me dire « Ah, je suis tellement en train de violer des femmes cis ». Non mais je sais pas ce qu'elle prenait celle-là, mais c'était pas de la farine. Et elle s'était servie de son ouvrage pour justifier son harcèlement contre Sandy Stone, une femme trans qui travaillait en tant qu'ingénieure du son pour un petit label du nom d'Olivia Records. Parce que oui, la guéguerre entre les TERF et les trans, ça non plus, ça date pas de 2010. Et ça m'a pas pris longtemps à trouver tout ça. T'aurais pu faire un minimum de recherche avant de gueuler et de dire de la... Pour ceux qui se poseraient la question, TERF est un acronyme pour Trans Exclusionary Radical Feminists, autrement dit, féministes radicales anti-trans. Vous savez, ces gens qui racontent qu'on change de genre pour agresser les femmes dans les toilettes, alors que techniquement, quelqu'un qui veut agresser les femmes dans les toilettes, tu crois franchement que le petit insigne là avec la femme bâton dessus, ça va l'arrêter? Et quand on va aux toilettes, bah c'est pour utiliser les toilettes. Vous savez que les personnes trans, elles ont les mêmes besoins biologiques que les personnes cis en fait. Faut qu'on aille aux toilettes, faut qu'on dorme, faut qu'on mange, on sait lire et écrire, on sait s'exprimer, on fait nos courses. Cet essai considéré comme fondateur est déjà marqué par un souci de penser avec les monstres. C'est qui les monstres? Dis-nous, où est-ce que tu as vu des monstres? Est-ce qu'ils sont avec nous dans cette pièce? Autrement dit, de penser avec l'accusation de ne pas appartenir à la nature et cette volonté de comprendre l'intrication entre les vivants non humains et les vivants et les vies trans. Les vies hétéros, tout ça. Non. Vivants non humains trans. Ok, alors maintenant tu vas me dire à quel moment dans l'histoire de l'humanité les personnes hétérosexuelles ont été martyrisées pour le simple fait d'être hétérosexuelles. L'humanité est trans, de toute façon. Ferme ta gueule. Ouais, t'es transphobe. Quoi, tu veux pas devenir trans? Tu n'es pas un humain. Tu n'es pas un humain si tu veux pas être trans. Des fois, je me demande quel est le niveau intellectuel des gens qui n'arrivent pas à comprendre à ce point ce qu'ils lisent. N'importe quelle personne qui sait à peu près comment marche la transidentité n'ira jamais obliger une personne tierce à faire une transition. Parce qu'elle sait ce que ça implique. Tu sais, quand on dit de quelqu'un qu'il est transphobe, c'est pas parce qu'il nous met genre sans faire exprès. C'est à cause de ce genre de comportement. J'ai des amis au début, ils avaient un peu de mal à s'adapter, au début, parce que c'est venu assez vite, vu que chez moi ça coulait un peu de source. Mais ils avaient la volonté de comprendre pourquoi, comment ça marche, etc. Donc une étourderie ou un manque de connaissances, c'est pas de la transphobie. Mais genrer volontairement une personne, ou rejeter ses arguments sur la base de « tu es trans, donc tu nies la réalité », refuser de comprendre la chose, rejeter en bloc tout ce qui en parle en bien, ça c'est de la transphobie. L'histoire médiévale européenne nous raconte les histoires de personnes ayant transitionné de genre et ayant élevé des enfants. Pardon. À l'époque médiévale, ils ont transitionné. Enfin, la transition, tu vois ce que ça englobe un peu? Explique-moi comment ils ont fait au Moyen-Âge pour changer de sexe. Envie de savoir là, on est curieux là. Quand je t'ai dit qu'il était envisageable d'être transgenre au Moyen-Âge sans subir d'opération en faisant donc une simple transition sociale, parce que le médical n'existait pas encore, tu m'as dit quoi? Soit tu nies la réalité, soit tu inventes. Oh mais c'est tellement facile ça comme argument. Donc en gros, toute preuve que je pourrais apporter au débat, à partir du moment où ça ne va pas dans ton sens, c'est que j'invente. C'est quoi ça comme niveau de pragmatisme en fait? Oui, je suis aigri. Et là où c'est savoureux en plus, c'est que le mec dit lui-même que si la transidentité n'était pas connue à l'époque, c'était probablement à cause du patriarcat et de la pression religieuse. Parce que là, clairement, c'est ce que tu dis toi-même. S'il n'y avait pas de personnes trans à l'époque, c'est pas parce que la transidentité n'existait pas. C'est parce que la pression religieuse et le patriarcat leur interdisaient. C'est pourtant pas la première fois qu'on parle en commentaire, on est même plusieurs fois tombé d'accord sur certains sujets, mais à partir du moment où je défends mon point de vue en tant que personne trans, mon avis n'est plus valide parce que j'invente. Tu sais, mon cerveau et mes idées politiques ne changent pas toutes les semaines en fait. Mais je pense que je suis quand même objectivement mieux placé que toi pour parler de transidentité, vu que c'est quelque chose que je vis tous les jours. Après, je sais que tout le monde a des biais cognitifs. J'ai des biais cognitifs.
Mais moi au moins, quand on m'apporte de nouveaux éléments sur un sujet, j'ai au moins le mérite de vérifier les données et de les intégrer à mes connaissances. Là où toi, tu t'es contenté de railler et de tout virer d'un revers de la main, parce que ça ne correspondait pas à tes idées. Du coup, ça m'éclate parce que je suis littéralement tombé sur des chaînes de droite qui avaient l'air de quand même commencer à comprendre le sujet comme il faut, et une chaîne de quelqu'un qui se dit à partisan, qui juste crache complètement dessus. Les gens qui écrivent les ouvrages sur lesquels je me base, c'est des chercheurs, des scientifiques, des historiens, pas des gens qui réactent à de l'actu en ligne. Du coup, d'après toi, qui est le plus crédible en tant que source de savoir ? Il y a des sources qui disent que la transidentité existe depuis le début des civilisations humaines. Or, il n'y a pas de source d'époque qui affirme que ça n'existait pas. Le fait de ne pas en parler ne veut pas dire que ça n'existe pas. Les maladies existaient avant qu'on les comprenne. Les troubles psychologiques existaient avant la naissance de la psychiatrie. Les étoiles existaient avant qu'on invente les télescopes pour les observer. Et donc, la transidentité existait avant qu'on invente les études de genre et les mouvements LGBT. Et dans certains ouvrages religieux d'époque, il est même prévu des châtiments pour les hommes qui ressemblent à des femmes ou les femmes qui ressemblent à des hommes. Donc en plus, bah si on en parlait, mais c'était interdit. Et pour qu'il y ait interdiction, il faut bien qu'il y ait quelque chose à interdire. C'est comme les gens qui disent « Moi de toute façon mes enfants, je leur interdirais de transitionner, problème réglé ». Ah, parce que tu crois que toutes les personnes trans sont d'extrême gauche ? Tu crois que mes parents, ils m'avaient donné le feu vert pour transitionner ? Tu crois qu'il va se passer quoi si tu interdis à tes enfants de faire une transition alors qu'ils en ont besoin ? Eh bah c'est très simple. Ils vont couper les ponts et aller vivre leur vie avec des gens qui les acceptent. C'est ce qui se passe quasiment à chaque fois. Encore une fois, le but n'est pas d'inciter les enfants cis à devenir trans, mais de ne pas brider les personnes trans en leur faisant ressentir qu'elles sont des bêtes de foire. C'est qui les monstres ? C'est pour ça que la transidentité a été dépathologisée à la base. Pas pour que ça devienne cool et inciter les gens à transitionner, mais pour que les personnes trans ne soient plus dénigrées et rabaissées au simple rang de malades mentaux, alors qu'on a des personnalités quand même plus complexes que ça. Si beaucoup de personnes trans sont dépressives et ou suicidaires, c'est aussi à cause de la pression de se dire qu'elles ne seront probablement jamais acceptées, qu'elles sont pointées du doigt comme étant des gens à problème, des détraqués, à cause d'un trouble qui est là, qui n'est pas un choix. Certes, la dysphorie est déjà une épreuve en elle-même, mais justement, on n'a peut-être pas besoin que des transphobes de tout poil en rajoutent une couche et se réjouissent du taux de suicide anormalement élevé de cette tranche de la population. D'autant que, énième rappel, la transidentité touche moins de 0,1% de la population. Donc tous les enfants ne vont pas subitement devenir trans parce qu'ils ont lu un livre qui parle de poissons clowns. Beaucoup de personnes trans se retrouvent à gauche de l'échiquier politique pour une simple et bonne raison. La gauche ne stigmatise pas les personnes LGBT, comme le fait une grosse partie de la droite. Malgré tout, la gauche n'est pas non plus exempte de défauts vis-à-vis de ça, mais ça fera l'objet d'une vidéo à part. Mais comme maintenant le sujet est devenu public, de plus en plus de chercheurs se penchent sur la question pour essayer de comprendre pourquoi ce phénomène existe. D'autant que de plus en plus de personnes LGBT deviennent elles-mêmes chercheuses dans le but de mieux comprendre la chose et de le faire comprendre aux autres. Le principal problème, c'est quand même que la transidentité est devenue un sujet extrêmement politique malgré lui. Ce qui fait que c'est compliqué de trouver des sources qui soient à peu près viables ou neutres. La plupart des études seront soit anti-trans, soit pro-trans, mais généralement pas neutres. Et de fait, c'est compliqué d'avoir un avis vraiment objectif sur la question. Mais le fait est qu'une personne trans reste avant tout un être humain, et que peut-être que de fréquenter une personne trans dans votre entourage, d'avoir des amis ou des membres de votre famille qui soient trans, en soi, ça peut être beaucoup plus instructif que de lire n'importe quelle étude. Parce que c'est ça d'être humain aussi, c'est de se connaître à travers des personnes, et pas à travers des écrits. Tu peux faire toutes les statistiques que tu veux pour dire que les personnes trans sont suicidaires ou dépressives ou ce que tu veux. Moi personnellement, je ne suis ni suicidaire ni dépressive. J'ai toujours été capable de garder un moral d'acier et de surmonter tout ce que la vie me balançait à la tronche. La plupart des gens qui suivent ma chaîne ne connaissent rien à la transidentité et généralement ne connaissent pas de personnes trans dans leur vie de tous les jours, mais apprennent des choses à travers moi, parce que ma chaîne n'est pas réservée aux personnes trans ou aux personnes LGBT. Tout le monde peut apprécier ce que je fais ou pas. Là où à l'inverse, beaucoup d'autres personnes transgenres sur les réseaux, et c'est d'ailleurs ce que je leur reproche, créent du contenu réservé uniquement aux personnes LGBT. Et à travers mon travail sur ma chaîne, les gens apprennent indirectement à me connaître, et du coup apprennent à me connaître non seulement en tant qu'être humain, mais aussi en tant que personne trans. Et c'est comme ça qu'ils apprennent des choses sur la transidentité, sans pour autant que je ne passe mon temps à ne parler que de ça. Bon là c'est une vidéo un peu différente, parce que du coup là c'était un peu le sujet pour le coup, mais généralement mes vidéos c'est plutôt de l'animation, de l'humour, des sketchs, du gaming. Donc non, ma chaîne n'est pas une chaîne pro-LGBT, mais mes abonnés m'apprécient en tant qu'être humain, puis par extension en tant que personne trans. Allez,
l'époque, quand j'avais fait mon coming out, je m'étais même rendu compte qu'une partie de mon public ne se rendait même pas compte que j'étais trans. Donc en conclusion, à peu près depuis que l'humanité a commencé à créer des sociétés et voulu imposer des rôles de genre, il y a toujours eu de petites minorités qui se sont créées car elles ne se sentaient pas correspondre à cette dynamique. La seule différence entre les différentes cultures étant celles qui ont accepté et intégré ces minorités divergentes et celles qui les ont marginalisées. Mais globalement, les études ont tendance à montrer que ça a toujours plus ou moins existé. C'est pour ça que beaucoup de cultures avaient un troisième voire un quatrième genre pour définir ces personnes. Elles n'étaient pas vues comme transgenres comme on le conçoit aujourd'hui. En même temps, pas besoin de changer de genre quand on t'a déjà attribué un genre adapté à ta situation. Enfin, malgré tout, ça reste le problème. Être un homme biologique avec une personnalité féminine, certes c'est pas une femme biologique, mais est-ce que c'est vraiment un homme comme il est contenu dans la société? Trop de personnes se retrouvent à faire une transition, non pas à cause d'une vraie dysphorie de genre, mais juste parce qu'elles ne se reconnaissent pas dans les rôles de genre encouragés par la société ou leur famille. Et c'est seulement après s'être posé ces questions qu'elles se retrouvent dans des milieux LGBT, et pas l'inverse, et entament des transitions qu'elles finissent par regretter et détransitionnent. Une partie des détransitionneurs restent en bons termes avec les milieux trans, car cette expérience, bien que pas adaptée à leur cas, leur a permis d'en apprendre plus sur eux-mêmes. Et non, les personnes trans ne détestent pas les détransitionneurs, ça va dépendre de la mentalité de chacun. Si le détransitionneur en question commence à porter le blâme sur des gens qui à la base pensaient bien faire en acceptant une hypothétique personne trans, forcément que ces derniers vont mal le prendre. Il est fort probable que certaines personnes LGBT trop militantes fassent du zèle, mais en aucun cas elles n'avaient l'intention de faire du mal à une potentielle personne trans. La transidentité est un sujet complexe et encore trop méconnu, et c'est pour ça que les recherches doivent se poursuivre. Le fait aussi que ces minorités étaient plus ou moins bien intégrées dans les sociétés anciennes ne veut pas non plus dire qu'elles étaient acceptées par tout le monde. Il devait bien exister des gens à l'époque qui voyaient déjà ça d'un mauvais œil, raison pour laquelle se sont créées des religions qui les criminalisent complètement. Attention, il faut pas être pédé, sinon Dieu il va pas être content, et tu vas aller en enfer. Bien entendu aussi que le but de cette vidéo n'est pas de criminaliser le monde occidental, qui au moins a le mérite de reconnaître ses erreurs, peut-être un peu trop même, et de chercher à rectifier le tir. Je suis moi-même française, très attachée à mon pays et à son histoire, qui en passant est une des histoires les plus incroyables du monde. Donc moi je vais m'arrêter là, parce qu'à la base je voulais d'abord finir ma vidéo sur Céleste. Je referai des vidéos de ce type pour parler des LGBT dans la religion et la politique de façon plus détaillée. Non, moi je dis pas LGBTQIA+, machin, parce que je trouve que c'est pas vraiment digeste pour beaucoup de gens. Mais essayez de pas trop écouter les gens qui ont des avis arriérés sur la transidentité. Quand une personne trans est problématique, elle doit être vue comme une personne problématique, pas comme une représentante de la communauté dans son ensemble. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis donc bonne journée à tous et à la prochaine.